Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute le Macintosh, second succès d'Apple et premier ordinateur à avoir popularisé l'interface graphique et la souris dans le monde de l'informatique grand public. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un autre ordinateur qui partageait avec lui la majeure partie de ses caractéristiques. Un hardware qui fut également l'un des derniers représentants de la génération des ordinateurs familiaux. En 1983, au moment du fameux grand crash nord-américain du jeu vidéo, les consoles disparurent progressivement du marché, tandis que le marché de l'arcade fut lui aussi touché et diminua fortement. Le jeu vidéo était alors considéré comme une mode sans lendemain. Un point de vue partagé par la Warner Communication, propriétaire d'Atari depuis 1976 et qui décida alors de se débarrasser de cette firme qui lui faisait perdre des millions de dollars chaque semaine. Les départements consoles et informatique d'Atari furent ainsi vendus à Jack Tramiel, rescapé de l'Holocauste et fondateur de Commodore. Tout juste évincé de sa propre compagnie par son actionnaire principal, Irving Gould, et ayant créé Tramiel Technologies, l'affaire Atari lui apparut comme une divine providence. En effet, cet événement confirma que les destins d'Atari et Commodore furent de tout temps liés. Les échanges d'ingénieurs et donc de technologies étaient ainsi fréquents entre les deux célèbres firmes, au point qu'on les surnomma même les frères ennemis. Et ce, même si Commodore n'était présent que sur le marché des calculatrices et de la micro-informatique. Dépourvu de sa branche arcade, renommée Atari Games, Atari fut donc racheté en 1984 et devint Atari Corporation. Jack Tramiel opéra une réduction drastique de ses employés et du train de vie de l'entreprise, annulant un certain nombre de projets internes, qu'ils fussent prometteurs ou non, car le tout nouveau patron d'Atari avait avant tout une idée derrière la tête. Il connaissait l'existence d'une petite entreprise du nom d'Amiga, en partie composée d'ex-employés d'Atari, dont le fameux Jay Miner. Celle-ci était alors à court de liquidités pour mener à bien un projet prometteur d'architecture à base de Motorola 68000. Tramiel leur céda ainsi 500 000 $ pour que ce projet puisse voir le jour. Néanmoins, les clauses du contrat leur imposaient un délai limité pour les rembourser, sous peine de quoi toute la propriété intellectuelle reviendrait à Atari. Mais contre toute attente, ce fut finalement Commodore qui finit par rembourser Atari et qui procéda au rachat d'Amiga. Malgré ce coup dur, Jack Tramiel prépara sa contre-attaque. Il confia notamment à Shiraz Shivji, son ingénieur en chef ayant suivi chez Atari, la périlleuse mission de créer une machine à base de 68 000, et ce, dans un délai de 6 mois. Le projet Rock Bottom Price débuta en juillet 1984 dans le but d'avoir une machine prête pour le CES de janvier 1985. Ce fut ainsi que débuta la carrière de ce qui s'annonçait comme le Macintosh du peuple. Un ordinateur que l'on surnomma d'ailleurs avant sa première présentation officielle, le Jackintosh. Mais contrairement à ce que certains semblaient imaginer, Atari ne présenta pas un compatible PC. Il s'agissait en fait d'un tout nouveau hardware, doté d'un système d'exploitation appelé DOS et d'une interface graphique du nom de GEM. Celle-ci fut conçue par la firme de Gary Kindle, Digital Research Incorporation. Cette firme fut notamment célèbre pour avoir perdu par un malheureux concours de circonstances le contrat de l'OS destiné aux IBM PC. Contrat qui tomba par hasard dans les mains d'un certain William Gates à la tête d'une petite société appelée Microsoft. De leur côté, Shiraz Shivji et ses 6 ingénieurs n'eurent que peu de temps pour concevoir leur hardware. Un hardware qui paraissait somme toute très conventionnel, voire même ingrat si on le comparait à celui de l'Amiga. Néanmoins, il s'avérait être largement au niveau du Mac, mais avec en prime des graphismes en couleur que la machine d'Apple ne possédait pas encore. Basé autour d'un Motorola 68000 à 8 MHz, il était doté de quelques coprocesseurs et puces génériques. Le shifter pour l'affichage graphique était un GPU très sobre avec 32 kilo-octets de mémoire vidéo au sein d'une mémoire unifiée. Pour le son, en plus d'un canal de bruit, un YM2149 pouvait générer 3 voix de Square Waves. Ce processeur était identique au très répandu AY38910, équipant la Vectrex, l'Amstrad CPC, le ZX Spectrum et bon nombre de bornes d'arcade. Un processeur qui est d'ailleurs encore employé aujourd'hui pour faire de la musique chiptune. De leur côté, les 2 coprocesseurs GLU et MMU contrôlaient respectivement l'interaction entre les puces et les transferts entre les périphériques. Des opérations effectuées directement dans la mémoire et sans intervention du 68000. Tandis que le ASIA était lui responsable de la bonne gestion des ports MIDI. Un choix qui s'avéra déterminant pour certains dans le choix du ST. Compte tenu du délai imparti,
Concevoir et construire un hardware, puis écrire un système d'exploitation complet et graphique restait avant tout une performance incroyable. Ces premières versions, de seulement 256 kilooctets de mémoire vive, ne possédaient pas de lecteur de disquette intégré ni d'OS inclus dans la mémoire morte. Une absence rapidement rectifiée avec le modèle de masse, le 520 STF, qui offrait en prime 512 kilooctets de mémoire vive. Dans sa version finale, l'OS étant donc inclus en mémoire morte, l'Atari ST démarrait en quelques secondes, procurant à l'utilisateur une expérience comparable à celle d'une console. On pouvait d'ailleurs le brancher directement sur un téléviseur, ce qui permettait d'obtenir des résolutions couleurs de 320 par 200 et de 640 par 200. Utilisant la même stratégie que pour le Commodore 64, Tramiel put ainsi proposer l'Atari ST à un prix défiant toute concurrence. 799,95 $ sans le moniteur. Un prix qui représentait alors un tiers de celui du Macintosh. De par son prix accessible, un marché s'avéra particulièrement florissant pour le ST, celui du jeu vidéo. Ce tout nouvel ordinateur, doté d'un 68000, dont les 16 bits faisaient fantasmer bien des programmeurs, offrait également 512 kilooctets de mémoire, une bonne résolution et 16 couleurs affichables sur une palette de 512 couleurs. En revanche, compte tenu de ses puces, le ST n'était pas conçu pour le graphisme et l'animation et ne possédait ni scrolling ni sprite en hardware. Une problématique peu évidente à résoudre quand il s'agissait de faire de l'animation en temps réel, car il fallait alors tout faire en software et apprendre l'optimisation pour obtenir un résultat satisfaisant. Néanmoins, le fait d'être arrivé en premier permit au ST de s'imposer pendant un temps. Les développements de jeux en natif se firent ainsi plus généralement sur ce micro, car en plus d'avoir la plus grande base installée, le ST possédait également les outils les plus nombreux et les plus fiables à destination des programmeurs. Un atout qui manqua notamment à l'Amiga lors de son arrivée sur le marché. Ce qui eut pour conséquence que bon nombre de machines de Commodore contenaient en réalité du code et des graphismes conçus nativement sur Atari ST. Une situation qui confirmait bien l'expression dite des frères ennemis. Malgré quelques légendes comme Dungeon Master, Vroom et le manoir de Mortevielle, l'Atari ST avait bien du mal à faire bonne figure face à l'Amiga. Néanmoins, il existait un domaine où son hardware fut particulièrement transcendé, celui de la démoscène. Ce milieu underground parvint ainsi à extirper la substantifique moelle de l'Atari ST. Ces progrès se répercutèrent un peu tardivement sur les jeux et des studios comme Talion Software utilisèrent alors des techniques hors du commun pour des titres comme Enchanted Land, Warp, Wings of Death ou encore No Second Prize. La gamme ST connut aussi une déclinaison plus professionnelle avec une unité centrale séparée du clavier, le Mega ST. Au niveau professionnel, il s'imposa également comme la norme chez les musiciens grâce à ses ports MIDI en standard et sa gestion hardware du protocole. On peut aussi noter sa belle performance dans le milieu de l'édition grâce à son mode haute résolution en monochrome de 640 par 400 ainsi qu'une imprimante laser à bas prix. Le modèle STE, sorti en 1989, employait lui une palette de 4096 couleurs, un blitter pour accélérer l'animation, ainsi que 2 canaux sonores en PCM. Ceux-ci pouvaient jouer des numérisations en 8 bits allant jusqu'à 50 kHz. Malheureusement, le modèle de base étant très répandu, peu d'efforts furent entrepris pour exploiter les spécificités du modèle STE. L'Atari ST fut une formidable machine qui, malgré un hardware peu révolutionnaire, s'avérait fiable et extrêmement pratique pour un prix abordable. Mais surtout, elle démocratisa un certain nombre de technologies comme le format musical MIDI, l'interface graphique et la souris. Et tout cela une dizaine d'années avant Windows 95. Mais malheureusement, Atari ne sut pas faire évoluer suffisamment rapidement ce standard et coincé entre les consoles et le PC, la micro-informatique familiale disparut progressivement, emportant l'Atari ST dans son sillage. Mais ça, c'est une autre histoire.